Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. La journée mondiale du tourisme édition 2016 célébrée à Ourouni, un village situé à 60 km de Sikasso. C'est la première dame Keita Nyakamaïga, présidente de l'ONG Agir, qui a donné le point de départ des activités du thème national cette année, les potentialités du développement de l'écotourisme dans la région Sikasso. Cette demain, l'invité démarre l'année scolaire 2016-2017 au Mali. Comment parents et élèves préparent cette rentrée, un tour au marché nous permet de constater que le matériel didactique est disponible en quantité. Notre rendez-vous culture nous amène ce soir dans la capitale des Balanzans à la rencontre de Ségou Art. Ces salons Nijar proposent au public près de 500 œuvres d'art visuel confectionnées par des artistes d'une vingtaine de pays. Voilà pour le sommaire, dimanche 20h. Bonsoir à tous. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, entame ce jour 2 septembre une visite privée en France. Durant son séjour, le président de la République aura un entretien avec le président français François Hollande. C'est un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, entame ce jour 2 septembre Le président de la République entame ce jour 2 octobre une visite privée en France. Durant son séjour, le président de la République aura un entretien avec le président français François Hollande. C'est un communiqué de la présidence de la République. Et nous avons ce message de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, aux élèves et enseignants du Mali à l'occasion de la rentrée scolaire 2016-2017. Un message donc de félicitations. Ce lundi 3 octobre 2016, plusieurs centaines de milliers d'élèves de différents ordres d'enseignement de notre pays reprendront le chemin de l'école. À cette occasion, il me plaît d'adresser mes très vives, chaleureuses félicitations aux élèves, à leurs enseignants, aux différentes administrations scolaires, aux syndicats, aux promoteurs d'école ainsi qu'aux parents d'élèves. Je voudrais leur dire mon admiration et surtout mon respect pour l'énorme sacrifice qu'ils consentent en s'investissant corps et âme et sans calcul aucun dans la formation du citoyen et de l'élite de demain. À l'occasion de la journée du bon élève célébrée le 21 septembre dernier, j'ai pu mesurer les bons qualitatifs effectués par notre école ces dernières années et dont l'ambition est de parvenir à l'excellence. Le bon déroulement de l'année scolaire 2015-2016 ainsi que l'organisation quasi irréprochable des différents examens en sont les manifestations les plus éloquentes. En cette veille de démarrage de la nouvelle année scolaire, je voudrais renouveler mon soutien total au corps enseignant de notre pays et l'assurer qu'il trouvera toujours une oreille attentive auprès de moi. Je souhaite au cours de cette année, le dialogue, la concertation et le réalisme nous permettent de créer un climat apaisé et serein dans l'espace scolaire
toute chose qui permettrait de redonner à notre système éducatif son lustre et son aura d'antan. J'ai une pensée préoccupée aux enfants des régions du nord de notre pays, victimes innocentes de la crise, en but à des problèmes d'infrastructure, de personnel et de logistique. Nous ne les oublierons pas et n'aurons aucun répit avant de voir leur situation se normaliser à l'image de ce qu'offre le pays aux autres enfants. Bonne rentrée scolaire 2016-2017. Vive l'école malienne, vivier de l'élite de demain. Koulouba, le 2 octobre 2016, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et nous avons ce autre message. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, adresse ses vives félicitations aux aigles cadets et à leur encadrement pour leur brillante qualification devant l'Éthiopie à la CAN U17 Madagascar 2017. Je salue le parcours sans faute des cadets maliens qui défendront le titre acquis à Niamey au Niger en 2015. Je réaffirme aux aigles cadets et à leur encadrement le soutien de la nation malienne et les assure de l'accompagnement sans faille du gouvernement pour une participation honorifique à la CAN U17. J'adresse enfin mes félicitations au gouvernement à travers le ministère des Sports, au Comité national olympique et sportif et au comité exécutif de la Fédération malienne de football pour les qualifications de nos aigles seniors, aigles féminins, aigles juniors et aigles cadets pour leur Coupe d'Afrique des nations respectives. À travers ces succès retentissants, vous donnez espoir à l'ensemble du peuple malien en des lendemains meilleurs. Et nous avons ce tout message de félicitations du président de la République adressé à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. À l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser ainsi qu'au peuple frère de Guinée, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réaffirmer ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des excellentes relations d'amitié, de coopération et de bon voisinage existant si heureusement entre la Guinée et le Mali. Je saisis également cette opportunité pour saluer les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité dans la sous-région en général et au Mali en particulier. En vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère de Guinée. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et suite de ce journal, les potentialités du développement de l'écotourisme dans la région de Sikasso, c'est le thème national de la Journée mondiale du tourisme, édition 2016. Notre pays a célébré hier cette journée commémorée chaque 27 septembre. C'est le village de Woroni, situé à 60 km de Sikasso, qui a abrité l'événement parrainé par l'ONG Agir de la Première Dame. Keïta Aminata Maïga a présidé la cérémonie de lancement dans cette localité, enregistrée comme un site touristique par excellence. Nos envoyés spéciaux sont Salimata Dao et Tchédje Kamara. Aux portes de Sikasso, les autorités locales rejoignent la délégation de la Première Dame pour le village de Woroni, situé à 60 km de la ville. 15 villages se sont regroupés pour réserver un accueil de beaux jours à la délégation. On pouvait contempler le folklore dans toute sa splendeur et cela était légitime. C'est la célébration de la Journée mondiale du tourisme à Woroni. Le berceau du Balafon a des sites remarquables et un riche passé culturel inestimable. Sikasso sera désormais l'ambassadrice du tourisme malien. Son authenticité,
Ces circuits inédits et son environnement paisible sont autant d'atouts qui vont contribuer à séduire une clientèle nationale et internationale. Le parrain de l'événement, l'ONG Agir, par son accompagnement, invite tous à la promotion du secteur pourvoyeur de croissance économique. Le secteur du tourisme sur le plan international connaît un essor continu et est devenu un moteur essentiel du progrès socio-économique. Je félicite le département en charge du tourisme pour l'organisation de cette édition de relance qui a pour ambition de diversifier les destinations nationales pour un tourisme durable et responsable. Un véritable défi que nous devons tous contribuer à relever. À Woroni, on a célébré la culture, mais aussi rendu hommage à la nature. Plusieurs plants d'arbres ont été mis en terre. Il faut continuer à planter des arbres. C'est très important. Comme on dit, les arbres nous prennent le gaz carbonique et nous donnent l'oxygène. C'est très important. C'est exact, Madame Keita. Ce bosquet qui porte votre nom va apporter un plus à la fraîcheur et à la pureté de l'air à Woroni. En marge de cette journée mondiale du tourisme, les délégations qui ont pris part à la journée ont visité les sites et lieux touristiques de la région de Sikasso. La région dispose de nombreux sites qui fascinent. Découvrons avec Mamadou Fani. Un des temps forts de cette journée mondiale du tourisme à Sikasso a été la visite des sites et lieux touristiques de la région par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Le but de cette visite est de faire la promotion de ces différents endroits qui sont peu connus du grand public, ce qui pourra permettre à la région de jouer un rôle important dans le développement du tourisme au Mali. Le tourisme malien est une vitrine internationale et il appartient au ministère de lui offrir un bel éclairage pour véhiculer une image séduisante et positive de notre pays. Il est aussi de notre responsabilité de promouvoir un échange interculturel entre les Maliens et les visiteurs de tous les horizons. Renouer les liens en quelque sorte. Parmi les lieux visités par les différentes délégations figurent entre autres le mur du Tata, symbole de la résistance du royaume du Kénédougou, le Mamelon, le musée Sénifo, la maison de Keleti Berté et les chutes d'eau de Woroni. Nous avons les chutes de Woroni derrière moi qui sont très très belles, de très très belles chutes. Et nous lançons un appel à tous les Maliens de venir les visiter. Il est très très important de connaître le pays profond qui est très très beau, qui a des richesses inestimables qu'il faut vraiment connaître. Cette visite va permettre aux autorités nationales de proposer des solutions concrètes à mettre en œuvre en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités. Il s'agit aussi de booster l'apport de ce secteur qui peut beaucoup contribuer dans l'économie régionale. À présent, je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale. Keneko Di Barthélémy Togo s'adresse aux acteurs de l'école malienne à l'occasion de la rentrée scolaire 2016-2017. Le message du ministre fait le point de l'année écoulée et annonce les perspectives. Les propos recueillis par Moïse Traoré. Par la grâce de Dieu, puissant et miséricordieux, le ministère de l'Éducation nationale a pu conduire à son terme l'année scolaire 2015-2016. Les cours se sont déroulés normalement sur l'ensemble du territoire, excepté la région de Kidal pour des raisons d'insécurité. L'année scolaire a été couronnée par l'organisation des examens pour tous les ordres d'enseignement, conformément au calendrier fixé. Les candidats ont composé dans toutes les régions, excepté encore une fois Kidal. Également, les candidats du camp des réfugiés de Mbera en République islamique de Mauritanie ont pu composer en même temps que leurs camarades de l'intérieur du pays pendant la session ordinaire. En plus des actions préconisées en matière de recrutement et de formation d'enseignants, de dotation des écoles en manuel scolaire, nous avons décidé, suite à des évaluations des acquisitions des élèves en lecture en lien avec les méthodes de lecture en cours dans nos écoles, de l'extension de la méthode équilibrée et de la réintroduction officielle de la méthode de lecture à base syllabique dans nos écoles. Et je voudrais rappeler à cet effet que la réintroduction de cette méthode est une recommandation des Journées nationales de réflexion sur les méthodes de lecture des 9 et 10 septembre 2016, auxquelles ont participé des députés à l'Assemblée nationale, les représentants des partenaires sociaux de l'éducation, des partenaires techniques et financiers de l'éducation, des cadres de mon département,
tant au niveau central qu'au niveau déconcentré et des personnes ressources. Demain, lundi 3 octobre, donc on donnera le top départ de l'année académique 2016-2017 au Mali. Qui dit école dit forcément trousseau scolaire des enfants. Les parents y veillent. Les marchés sont en tout cas bien approvisionnés en matériel didactique à Bamako et Agali, Agissa nous signale que les prix semblent être abordables et varient selon les bourses. Suivons ensemble. On est venu acheter des fournitures. Comme c'est des enfants, des milliers d'élèves aspirent à avoir des fournitures scolaires en cette veille de la rentrée scolaire. Et cette période, comme les autres années précédentes, le marché est bien ravitaillé. Bon, je peux dire que j'ai eu les sacs un peu moins chers par rapport à l'année dernière. Les 4 sacs à un prix, je peux dire, que abordable. 6 000 francs l'unité. C'est pas facile. C'est pas facile pour un parent d'élève. Quelqu'un qui a 4-5 gosses, c'est pas facile. Ouais, surtout on vient de la fête de Tabaski. Les cahiers, les livres et les sacs ravissent la vedette aux autres effets d'écoliers dans le magasin et boutique au Dibidani, marché situé en commune 3 du district de Bamako. Dans cette papeterie, Daouda Sigipili s'est fait aider par 5 proches pour mieux s'occuper des nombreux clients. Par rapport à l'année passée, les clients ils sont là. Chaque jour, il y a des nouveaux venants et puis il y a des anciens clients. Ça se complète quoi. Ça va quand même par rapport à l'année passée. Dans l'ensemble, c'est bon. Sinon, ce n'est pas comme les autres années. Les coûts d'un trousseau varient de 100 000 à 25 000. Sur les grandes artères de la capitale, étalagistes et vendeurs ambulants font bon ménage et offrent du coup le choix d'approvisionnement aux parents d'élèves. Par rapport à l'année dernière, les prix restent toujours les mêmes. Souvent, ils vous font des réductions en fonction des quantités achetées. Donc, je pense que ça va, c'est à la portée de nos bourses. Paye de Adoise 900. Bon, nous, les clients, ils ont dit qu'on n'a qu'à donner ça 1000 francs. 1000 francs, ça ne nous arrange pas. Je suis un tailleur. J'ai un diplôme, mais je n'ai pas l'argent pour acheter une machine. Pendant les vacances, nous vendons les fournitures pour gagner de l'argent afin de préparer la rentrée scolaire. C'est le bémol de cette activité, les dangers qui guettent ces enfants qui se faufilent entre les véhicules. Et je vous signale cette visite à Gao du ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné du chef d'État-major des armées. D'autres personnalités du Sénégal accueillies à cette intervention par le Gao et Kidal, ainsi que le chef militaire de deux régions. La délégation s'est participée au PC du théâtre de l'opération Maliba où a échangé avec les chefs militaires. Remise de véhicules à certains services de direction relevant du ministère de la formation professionnelle. Une occasion pour le ministre Maman Babi de galvaniser davantage ses hommes de terrain. Isaac Chenou était présent. Il s'agit de 15 véhicules double cabine d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. Cette remise a été possible grâce aux bonnes relations entre le ministère de la formation professionnelle et la coopération canadienne. Les bénéficiaires se disent heureux de cette grande première au département de la formation professionnelle. Nous, les chefs de service déconcentrés, nous sommes très heureux aujourd'hui, comblés de recevoir des véhicules tout neufs au nom de notre département. Chose qui ne s'est jamais passée, c'est une première. L'objectif pour le ministre Maman Babi est de rendre plus opérationnels et efficaces les services bénéficiaires. De pouvoir collecter les informations, de pouvoir aller aux rencontres avec les autres, de pouvoir effectuer les missions de suivi sur le terrain et bien entendu de pouvoir rendre le ministère plus visible sur le plan des résultats, sur sa proximité avec les bénéficiaires de nos interventions, les jeunes, les femmes et la population en général. Nous avons beaucoup insisté sur l'aspect entretien des véhicules parce que la durabilité des moyens qu'on a mis à leur disposition dépend de l'entretien qu'on en fait aussi. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive. La 18e édition de la rencontre internationale sur les mines s'est tenue du 22 au 25 septembre dernier à Tianjin, en Chine. Le ministre en charge des mines a pris part aux travaux en compagnie de certains cadres de son département. La participation malienne vise surtout à expliquer aux grandes sociétés chinoises
le potentiel minier du pays afin de les inciter à venir investir au Mali. Le commentaire là-dessus de Bourama Traoré. C'était un rendez-vous devenu incontournable pour les opérateurs miniers, les responsables des administrations publiques et ceux des sociétés de production d'équipements miniers. Entendez là la rencontre internationale sur les mines à l'initiative du gouvernement chinois. Le Mali était présent à travers le département en charge du secteur. Une tribune bien indiquée pour mener une opération de séduction sur le potentiel minier national. Au terme de cette visite, nous avons enregistré l'intérêt prononcé de beaucoup d'investisseurs chinois pour venir s'investir dans les secteurs importants de l'économie du Mali. La rencontre internationale sur les mines est à sa 18e édition. En chiffres, c'est près de 5000 participants, 25 communications thématiques portant sur l'investissement, la production et le marché des produits miniers. Au cours du forum des investisseurs, la délégation malienne a présenté une communication sur l'industrie des mines sino-africaines, avec un accent particulier sur les liens historiques de coopération entre le Mali et la Chine. Nous sommes aujourd'hui sur le chantier de la construction de l'école africaine des mines. Et sur ce projet, je sais que nous avons des partenaires chinois qui sont très intéressés. Et dans le cadre de ce même projet, nous avons celui de la construction d'un grand laboratoire d'analyse. Et sur ça aussi, nous parlons avec les investisseurs chinois. En marge de la rencontre, un salon d'exposition a été organisé. Parmi les rares pays présents, le Mali, dont le stand a reçu une centaine de visiteurs. Le professeur Tchomogo Sangaré a également eu des séances de travail avec certaines grandes sociétés chinoises évoluant dans le secteur. Avec un message clair, le Mali est un bon risque pour l'investissement. Ici au Mali, 16e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital régional de Sikasso, au menu des échanges, entre autres, l'état d'exécution des recommandations de la 15e session, l'examen et l'adoption du rapport d'activité médico-technique et financier à mi-parcours 2016. Daouda Djakité, Amadou Tolo, correspondance. Cette 16e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital régional de Sikasso planche sur, entre autres points, l'état d'exécution des recommandations de la 15e session, l'examen et l'adoption du rapport d'activité médico-technique et financier à mi-parcours 2016. Elle se tient dans un contexte où les voyants sont globalement jugés au vert au dire des administrateurs. Nous constatons avec satisfaction la réception du centre d'accueil et d'hébergement des femmes souffrant de fistules obstétricales, la poursuite des travaux de construction du centre d'hémodialyse et de l'unité de prise en charge de la malnutrition. Il faut noter aussi la mise en service effective des équipements de pointe de laboratoire biomédical. Il convient cependant de noter que la préoccupation majeure à l'hôpital reste la disponibilité de l'eau et le renforcement des ressources humaines. Les activités médico-techniques ont atteint un niveau global de 50%. La mobilisation du budget est à 52% au terme du premier semestre 2016. Les perspectives, c'est la reprise de l'adduction d'eau de l'hôpital. La priorité pour le département, c'est effectivement accompagner l'établissement parce qu'ils ont certains problèmes d'eau. On est en train de résoudre ça. Et en même temps, davantage essayer d'augmenter, voir comment on peut les aider à avoir le maximum de personnel pour pouvoir améliorer la qualité des soins. Rappelons que l'hôpital régional est une structure sanitaire de deuxième référence, fruit de la coopération sino-malienne. Fin à Koutiala de la visite de terrain des membres de la commission développement rural du Conseil économique, social et culturel. Dans cette localité, la CMDT dispose de 6 usines visitées par les membres de la commission. Ils ont découvert que l'office de classement du coton. Le point avec nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Aliou Bey Kone. Le classement effectué ici est sans équivoque. Les visiteurs ont été largement édifiés sur le processus d'égrainage du coton dans les 17 usines de la CMDT à travers le Mali. Cette labellisation du coton est effectuée par des techniciens avertis. Et ce travail a commencé à partir du 10 octobre 2010. Et c'est un classement qui est fiable parce que derrière ce classement, nous faisons un contrôle avec des chaînes de mesure intégrées
qui classe automatiquement la fibre. Bien qu'à l'arrêt, parce que la campagne n'a pas démarré, les visiteurs sont passés dans les coins et recoins de l'usine 4. Déjà, on a commencé les récoltes, parce qu'il y a bientôt 10 jours qu'on a produit notre première balle. On est en train d'entretenir les puces dans les zones où la récolte est précoce, afin de commencer très tôt cette campagne, si tout va bien la semaine prochaine. Cette usine est particulière. Elle est équipée des équipements de nettoyage très poussés du coton-graine et en même temps des équipements de nettoyage très poussés de la fibre. Donc c'est une usine qui fait de la qualité. Pour la campagne 2016-17, nous prévoyons une réalisation de 70 929 tonnes de coton-graine. La commission développement rural du Conseil économique, social et culturel a bouclé sa tournée à la ferme de Bakary Togola à Dialakoroba, où le président de la PECAM élève un millier de bœufs et des centaines de moutons, de chèvres et de la volaille. En 4e région, le président directeur général de l'Office du Niger a bouclé une tournée dans les zones de production. Dans les 7 zones visitées, l'état de la campagne agricole est satisfaisant. Le reportage de Kandisila. C'est par les zones de Djabali et Ndebougou que le président directeur général de l'Office du Niger boucle sa tournée de prise de contact dans les zones de production. Le premier site visité est la parcelle de Maroukloubali dans le casier de Sokolo. Ici, le paysan a développé plusieurs approches, notamment le repiquage motorisé et le système de riziculture intensif SRI. À Djabali, malgré le contexte de l'insécurité, les activités de la campagne agricole se déroulent normalement. Présentement, nous sommes en phase d'épiaison, en phase de récolte et l'espoir est permis dans l'ensemble. Partout dans les zones visitées, le président directeur général a constaté que les paysans de l'Office du Niger s'engagent davantage dans la modernisation des techniques culturelles. Avec des outils plus appropriés, l'utilisation judicieuse des semences et autres engrais. Les tests que j'ai vus au niveau des différentes zones me réconfortent beaucoup. Ça veut dire que l'Office est en train de se moderniser, surtout l'utilisation du petit matériel agricole. Il s'agit du semoir philippin, il s'agit de la repiqueuse motorisée et également l'utilisation de la fumure organique qui était un tabou à l'Office du Niger. Des rencontres animées dans les différentes zones ont permis aux responsables de l'Office d'exhorter les paysans à maintenir cet élan et à réitérer l'accompagnement nécessaire pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, voire de la souveraineté alimentaire de notre pays. À noter que pour cette campagne, l'Office du Niger mise sur une production de plus de 834 000 tonnes de riz. Le collège des membres de la Haute Autorité de la Communication vient de boucler sa série de rencontres avec les distributeurs de programmes et les associations privées de télévision. Il s'agissait d'informer les participants des résolutions prises par la HAC au cours de sa première session ordinaire. L'une de ces résolutions est l'amélioration du cadre législatif et réglementaire de l'espace médiatique audiovisuel. Agibou Koulibaly, les explications. Dans sa politique de réguler le secteur de l'audiovisuel au Mali, le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication poursuit ses échanges. Cette fois-ci, c'est le tour des distributeurs de programmes et des associations privées de télévision. Un cadre qui a permis d'éclaircir la position de ces derniers dans un cadre législatif et réglementaire. Sur la vingtaine de télévisions au Mali, seules 2 ont des documents officiels. Sur toutes ces télévisions, il n'y a que 2 qui détiennent un document officiel les autorisant à diffuser. Il s'agit de Liberté Télé et de Africa. Les promoteurs de télé et distributeurs de programmes ont soumis des préoccupations. Le contenu des conventions à signer, le délai que la Haute Autorité de Communication donnerait à chacun pour se conformer à ces contenus. Et surtout aussi l'aspect technique. L'enjeu aujourd'hui est que comment les autorités vont mettre en place des mécanismes, que ce soit pour le public ou le privé, c'est la même chose, on travaille tous pour le Mali, des mécanismes en place pour permettre à l'ORTM, aux chaînes privées, de faire une production de qualité qui peut aller en compétition internationale. Aujourd'hui, nous allons nous réunir en tant que télé privée et expliquer à nos autres membres tout ce que nous avons entendu ici et réfléchir.
et venir voir la Hague avec nos propositions. Après cette série d'échanges avec les médias, la HAC projette de rencontrer les institutions de la République, les ministères impliqués dans la problématique de la communication pour solliciter leur accompagnement dans la mise en œuvre des décisions issues de la première session. C'est parti pour la 22e édition du mois de la solidarité, une édition qui a pour parrain Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire a tenu une rencontre afin d'informer la presse sur le déroulement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Du 1er au 31 octobre, plusieurs actions de solidarité seront menées à travers tout le pays, nous précise Rachel Tessougué. La solidarité, moteur d'un développement durable, c'est le thème de la 22e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Durant tout le mois d'octobre, des actions de solidarité seront menées sur l'ensemble du territoire. La première semaine sera consacrée aux personnes âgées, la deuxième aux femmes et aux enfants. Les troisième et quatrième semaines seront respectivement consacrées aux personnes handicapées et à la jeunesse. Le mois de la solidarité, il est initié pour pouvoir fédérer la générosité des personnes de bonne volonté, de tous les acteurs humanitaires, pour qu'il y ait plus d'impact par rapport à notre solidarité. Les organisateurs estiment que ce mois va contribuer à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la protection sociale. Il devrait également faciliter l'accès aux services sociaux de base. C'est des situations de détresse partout, dans les campagnes comme dans les villes. Que cela permette aussi à nos oreilles de percevoir les cris des autres. Et que cela permette à nos yeux de voir aussi la misère des autres. Et du coup, il y a un déclic au fond de notre cœur qui nous amène non pas à sortir de l'indifférence. Parce que la solidarité va contre l'indifférence. Nous sommes parfois complices de la misère des autres. Et nous fermons les yeux là-dessus. Donc, la solidarité nous amène maintenant à sortir de certains des complices et du coup à devenir des acteurs positifs pour que la situation change. Pour cette 22e édition, un accent particulier sera mis sur le raffermissement de la paix et de la cohésion sociale. Plus de 200 millions de francs CFA, c'est le coût de la nouvelle école franco-arabe qui vient d'être inaugurée à Nioro du Sahel. L'infrastructure porte le nom de feu Tcherno Adital. Elle est une donation de la famille Tal. Moussa Diakité. Ils étaient tous là, responsables politiques et administratifs, autorités religieuses et scolaires, parents d'élèves et enseignants, à braver la canicule de ce jeudi soir. L'occasion valait la peine puisqu'il s'agissait de l'inauguration de la première grande école franco-arabe du Cercle. Construite en étage sur un espace de 840 mètres carrés, l'école franco-arabe Tcherno Adital de Nioro du Sahel, qui répond à toutes les commodités du moment, fait aujourd'hui la fierté des 288 926 âmes du Cercle. Je voudrais exprimer toute ma joie, toute ma fierté et toute ma reconnaissance par rapport à la réalisation d'un tel joyau dans la commune de Nioro. Le joyau comprend 9 salles de classe équipées, 5 toilettes, un bureau pour le directeur, une salle de réunion, une bibliothèque, une terrasse et un jardin de récréation pour une valeur de 200 746 500 francs CFA, entièrement financé par la famille Tal. La construction de cette médersa répond à un besoin non seulement de l'État malien, mais aussi de nos laborieuses populations. C'est un projet qui s'inscrit en droite ligne des préoccupations de l'éducation et des collectivités. Ce que nous avons vu, c'est un bon cadre pour les apprenants. La visite des locaux, la lecture du Saint-Coran et la bénédiction pour souhaiter bon vent à l'infrastructure ont été les temps forts de cette inauguration. Suite au préavis de grève de 48 heures déposé auprès du gouvernement par le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille pour l'amélioration des conditions de travail et d'accueil, syndicalistes et gouvernement ont trouvé un terrain d'attente. La dite grève était prévue pour les 3 et 4 octobre 2016. Je vous propose de suivre la déclaration de levée de mot d'ordre de grève lue ici par Jimé Kanté, secrétaire à l'organisation et porte-parole du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Propos recueillis par Adama Traoré.
le comité du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille de l'hôpital Gabriel Touré informe les usagers et l'opinion nationale qu'il avait déposé auprès du gouvernement un préavis de grève de 48 heures en vue d'obtenir l'amélioration des conditions de travail du personnel, mais aussi celle des conditions d'accueil, d'hospitalisation et des soins des patients. À cet effet, des négociations ont été tenues les 28 et 29 de ces mois au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sous la houlette du ministère du Travail et de la Fonction publique, en présence de facilitateurs. Le comité syndical du CHU Gabriel Touré, vu la situation que vit actuellement notre pays, vu les efforts de bons offices de divers horizons, notamment ceux des membres de la commission de conciliation, des représentants du ministère du Travail et de la Fonction publique, considérant les engagements du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à prendre en compte les légitimes préoccupations des travailleurs de l'hôpital, après avoir noté un accord sur l'ensemble des 6 points de revendication, décide de suspendre son mot d'ordre de grève de 48 heures prévu les 3 et 4 octobre 2016. Le comité syndical du CHU Gabriel Touré, en souhaitant une application diligente de l'accord signé en vue d'éviter d'autres actions syndicales, demande aux travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré de continuer normalement le travail tout en restant mobilisés pour les décisions et actions ultérieures. Et nous avons cette nouvelle sportive, Sport Ligue 1, football championnat national, saison 2015-2016. C'est achevé donc cet après-midi avec la remise officielle du titre de champion au stade malien de Bamako. L'événement était présidé par Issaka Sidibé, le président de l'Assemblée nationale. On se rappelle que le président Sidibé a beaucoup contribué à la résolution de la crise du football malien et nous allons y revenir plus en détail dans l'édition de demain 20h avec Siragatou Sissé. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko, a visité le siège de l'ONG Savama, sauvegarde et valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique. Et Modibo Souaré était de la visite. Première visite d'un responsable du Haut Conseil islamique du Mali à l'ONG Savama. Ici, le président Mahmoud Dicko est venu s'enquérir des conditions de travail et l'état de conservation des anciens manuscrits. Une démarche qui montre à quel point son institution est attachée à la culture islamique. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Haut Conseil islamique et l'ONG Savama. Le Haut Conseil islamique fait partie de nos partenaires essentiels. Parce que ça fait partie de leur rôle. Le manuscrit que vous voyez parle de tolérance, la tolérance de l'islam à travers les autres. Le président du Haut Conseil islamique a fait le tour des différentes sections de cette structure qui intervient dans le domaine de la culture et la sauvegarde du patrimoine écrit. Elle œuvre aussi dans l'éducation, la formation et bien évidemment les arts associés aux manuscrits. Ce que je retiens, c'est ce travail d'Hercule en réalité qui a été abattu par ces jeunes gens qui ont transporté ce trésor inestimable de notre pays pour le sauvegarder, pour nous mettre à l'abri. Je trouve ça extraordinaire. Cette visite a été mise à profit par les deux parties pour approfondir l'idée du projet d'un colloque à Tombouctou sur la paix et la réconciliation en islam, une initiative de la Fondation Mama Aïdra. On se prépare aussi pour y participer à cette grande rencontre qui aura lieu à Tombouctou. Dans le cadre de la réconciliation, je crois qu'on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec son environnement, on se réconcilie avec son passé, son présent et son futur. La visite a pris fin par la signature du livre d'or, comme le veut la tradition à l'ONG Savama. Direction Ségou à la rencontre de Ségou Art, entendez par là Salon d'art contemporain. Premier du genre au Mali, ce salon propose au public près de 500 œuvres d'art visuel d'artistes d'une vingtaine de pays à travers le monde. Suivons le guide Cheikh Oumar Sangari. Pour ces premiers salons d'art contemporain du Mali, Ségou Art, la Fondation Festival sur le Niger a abrité les expositions des artistes seniors invités. Ici, les expositions dites in se déroulent dans cette salle et dans la cour, comme ces installations des objets récupérés de Sinali Tangara, une contribution de l'artiste à la protection de l'environnement. Je pense que chacun doit faire quelque chose pour pouvoir contribuer à l'assainissement de notre environnement. Le savoir-faire artisanal, donc fait main,
pouvait apporter un supplément d'âme aux objets que nous consommons. C'est possible avec des petits bouts de ficelle, avec des morceaux de ferraille, qu'on pouvait faire des éléments, des objets de haute fracture. Ségou Art, c'est aussi 18 expositions off organisées à travers la ville. Le collectif des artistes plasticiens de Ségou au Quai des Arts, les artistes du Togo à la galerie Kassobane ou encore le peintre Abdou Olegem avec sa toile intitulée 200 kilos d'or exposée au campement Ambé. Kankou Moussa, en son temps, quand il a fait le pèlerinage à la Mecque, il a fait appel à des architectes. Et je crois qu'il a donné 200 kilos d'or à l'architecte qui a construit la mosquée du Djingaribert. Et là, franchement, je veux illustrer l'évolution de la vie. Comment on démarre, peut-être tu es né seul, tu reviens avec des soeurs ou des amis, des frères, et arrivé à un moment, c'est tout le quartier, c'est tout le village et c'est tout le pays ensemble. Avec une trentaine d'artistes exposants venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Sud, près de 500 œuvres d'art plastique exposées à travers la ville, Ségou Art fait de la cité des Balanzans un véritable marché des arts visuels. Les participants, à l'image de la Marocaine qui est parmi les 5 artistes primés, n'en demandent pas mieux. Je suis très contente du fait de participer à la première édition de Ségou Art. Vraiment très contente et encore très contente d'avoir le prix, le grand prix de la Fondation. Je souhaiterais que cette initiative puisse continuer encore, afin que les œuvres contemporaines des artistes jeunes puissent se faire voir à travers l'Afrique. La diversité des styles, la diversité des techniques, la diversité des sujets traités, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Ségou Art a été aussi marqué par les échanges autour du thé organisés par le Centre Soleil d'Afrique. Il suffit que tu sors avec du thé à ta porte, tu t'assois. En l'espace de 10 minutes, il y a quelques gens qui vont venir t'entourer. Donc on s'est dit que c'est vraiment un concept intéressant. Une telle rencontre en ces moments à l'intérieur du pays est simplement un signal fort du retour de la stabilité au Mali. Je pense que ça ne peut être que bénéfique pour le Mali, pour l'image du Mali. Ça veut dire qu'on n'est pas une destination exclusivement en zone rouge. Le Mali incite, le Mali inspire. Et la preuve, c'est avec cette initiative Ségou Art. Ségou Art est une rencontre biennale qui vient rallonger la liste des grands événements culturels du Mali. Les expositions continuent jusqu'au 23 de ce mois d'octobre. Nous parlons toujours culture, cette fois-ci avec une pointe de tristesse. L'auteur de la célèbre chanson Banyeraye n'est plus. La cantatrice Wassa Damba est décédée à l'âge de 81 ans. Elle a été conduite à sa dernière demeure au cimetière d'Amdalaï par parents et amis. Batraouri, reportage. Une autre grande voix de la musique malienne s'est éteinte. Wassa Damba, plus connue sous le sobriquet de Ba Wassa, nous quitte à l'âge de 81 ans. La native de Dogorakuru, dans la commune de Baguineda, a, selon des proches, consacré sa vie sociale et artistique au maintien de la cohésion sociale et à la culture de la citoyenneté. Tout ce qu'on peut retenir de cette vieille, toute sa vie, elle n'a fait que réunir les gens, le social. Cette vieille, c'était une citoyenne, une vraie citoyenne. Parce que tout ce qu'elle a fait comme chanson, c'était pour la citoyenneté, pour l'engagement de chaque homme dans la construction de la nation. La cantatrice Wassa Damba est auteure de plusieurs chansons, dont Banyeraye. Un appel aux adeptes de l'oisiveté. Ba Wassa ou Banyeraye pour ses petits-fils laisse derrière elle 2 filles. Elle repose désormais au cimetière d'Amdalaï. Que son âme repose en paix. Amen. À suivre après ce journal, votre émission Action gouvernementale. Yaya Konaté et Sidiki Dambélé reçoivent ce soir le ministre de la Culture, Djaï Ramatoulaye Diallo. Les échanges porteront sur la renaissance culturelle
la reconstruction des mausolées de Tombouctou, la biennale spéciale, le cinéma, le théâtre, les droits d'auteur et bien d'autres sujets culturels. Action gouvernementale numéro 25 à suivre tout de suite. Demain, 10h, 13h, Khadija Toukoné, les éditions du soir seront une présentation de Amadou Sankaré. Bon début de semaine à tous. Grand merci à nos téléspectateurs de Woroni, c'est dans la région de Sikasso. Bonsoir à tous.